Voilà, bonjour. Nous sommes là aujourd'hui sur Décryptage avec Ibrahima, appelez-le comme vous voulez. Il est avec nous aujourd'hui, c'est un jeune agent FIFA. Nous allons parler un peu du football. Le football, c'est le sport que tout le monde aime, mais c'est un sport qui ne nous laisse pas indifférents parce qu'il y a tellement de problèmes dans le football. Les problèmes en Afrique, les problèmes en France, les problèmes dans les clubs amateurs, les problèmes un peu, mais c'est ça qui éduque la plupart de nos enfants, ceux qui sont passionnés par ce sport. Donc je voulais absolument, parce que j'ai un fils qui joue au football, et je vois tellement de choses dans les clubs de football, que ce soit dans les déplacements, les comportements des parents, les comportements des coachs, le comportement des arbitres, le comportement de tout. Donc, je me suis dit, quelle est la personne que je pourrais inviter pour faire une émission? J'ai réfléchi sur plein de personnes, des personnalités. J'ai dit non. Comme j'aime souvent donner la parole à certaines personnes, je voulais aujourd'hui donner la parole à Ibrahim, très jeune, il n'a que 31 ans, mais il est déjà agent FIFA. Donc, il a beaucoup de choses à nous dire par rapport à tout ça. Comment vas-tu, Ibé? Ça va très bien, et toi, Bob? Ça se passe bien? Ouais, nickel, merci pour l'invitation. Ok, le plaisir est pour moi. Je t'ai invité aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure dans l'intro de Décryptage, l'émission qui donne la parole et qui décrit un peu un métier ou une activité. Aujourd'hui, nous allons décrypter un peu le rôle d'un agent FIFA ou un agent de foot. Donc, tu vas nous aider à comprendre le fonctionnement Avec plaisir. De ce métier et qu'est-ce que vous avez le droit de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire, pourquoi vous faites certaines choses et pourquoi pas. Et je voulais savoir, ça fait pas mal de temps que tu es dans ce domaine, je voulais savoir, tu as combien de personnes déjà dans ton agence et comment s'appelle ton agence? Alors, j'ai 10 joueurs et le nom de l'agence, c'est Voix Football. Voilà. Voix Football. Voix Football. VOUX Football. Alors, pourquoi Voix Football? Parce que la voix, il y a différentes significations. Il y a la vue, il y a la visibilité et il y a l'écoute. Donc c'est pour ça qu'on a réuni les 3 thèmes pour nommer Voix Football. Donc il y a plusieurs, ça a plusieurs visus. D'accord. Et je voulais te savoir, que penses-tu de ce que je viens de dire par rapport à tout ce qu'il y a comme problème dans le domaine du football, tout ce que ça génère? Est-ce que tu penses que j'exagère ou bien c'est des choses que tu rencontres souvent? Non, c'est réel. Aujourd'hui, le football, c'est quelque chose qui émane beaucoup de choses, dont l'argent. Et donc forcément, l'argent attire des personnes, des fois les mauvaises. Et donc forcément, ça crée quelque chose qui rend la chose mauvaise. Et effectivement, le football, ça apporte de belles choses, des belles valeurs. Mais aussi, ça apporte aussi des personnes qui sont malsaines et qui veulent juste gratter, on va dire. Justement, on va parler de ces personnes-là. D'accord? Aujourd'hui, un enfant, moi je parle un peu dans mon cas, je vois souvent des jeunes enfants, très très jeunes, qui ont déjà des agents. À quel âge pour toi un joueur doit avoir un agent? Pour moi, un agent, un joueur, quand il commence à avoir un agent à partir de 12-13 ans, je trouve ça assez un peu malsain. Parce que le jeune joueur, il est là pour jouer, s'amuser. À 12 ans, qu'est-ce que va apporter l'agent? Je sais pas grand-chose en tout cas. Moi, je pars du principe qu'un joueur en dessous de 16 ans, c'est s'il est en centre de formation et que les parents sont pas en capacité de gérer les échanges avec les dirigeants, ok, là tu peux prendre un agent. Mais moi, je suis plus dans après 16 ans. Après 16 ans. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard déjà après 16 ans? Ça dépend en fait les profils en fait. Comme je te l'ai dit, pour moi un joueur qui a 16 ans et qui est dans un club qui n'est pas dans un centre de formation, pourquoi il va avoir un agent? Il n'a pas forcément intérêt. Mais un joueur qui a 18 ans et qui est dans une structure ou dans un club d'un certain niveau, il peut bénéficier d'un agent parce que forcément c'est un profil qui peut être intéressant auprès des autres clubs. Oui, mais est-ce que quand on arrive à partir des 16 ans comme tu dis, est-ce que il y a d'autres agents qui sont déjà passés et qui ont déjà placé ces joueurs-là dans les centres de formation? Il en existe, il y en existe des personnes qui font que ça, mais c'est mineur, c'est très mineur. Aujourd'hui, un agent, lui, ce qu'il va chercher, il va chercher le top. Donc le top, c'est quoi? Il va chercher soit des joueurs qui sont déjà en centre de formation, donc ça c'est la simplicité, mais des joueurs qui ne sont pas en centre de formation et qui ont un agent, c'est très très rare. Ouais, mais est-ce que quand un joueur est déjà
en centre de formation, il a déjà la plupart du temps un agent ou pas? Oui, ça dépend, mais pas tous. C'est-à-dire qu'un joueur, par exemple, qui joue au PSG à Lyon, forcément, il est accompagné d'un agent pour 90% des cas. Mais les joueurs qui jouent dans des petites structures, je te dirais, je sais pas moi, Reims ou autre, ils n'ont pas forcément d'agent, tu vois. Donc ça dépend en fait des profils. D'accord. Est-ce que aujourd'hui les agences ont des intéressements quand ils placent un joueur? Alors, à cet âge-là, non. Ils n'ont pas d'intéressement. Ils ont un intéressement à partir du moment qu'ils signent son premier contrat professionnel. Et le premier contrat professionnel, il est signé à partir de 18 ans. Donc, à 18 ans, un joueur, il signe un contrat professionnel. S'il a un agent avec lui, il va toucher une rémunération par rapport à ce contrat-là. Mais un joueur qu'il place dans un centre de formation, il ne touche rien. Donc, souvent, ces agents-là, ils travaillent dans l'ombre, ils dépensent dans l'ombre pour ensuite avoir des bénéfices sur le premier contrat qu'ils vont signer avec le joueur. Mais il existe des clubs qui rémunèrent quand un enfant entre dans un centre de formation, même à 13-14 ans, non? Oui, effectivement, il y a des clubs qui font ça, qui les rémunèrent et qui essaient d'attirer les joueurs comme ça. Donc forcément, si un joueur est accompagné d'un agent, peut-être il y a des dessous de table, mais voilà. À 13-14 ans, on peut déjà toucher des sommes? Bien sûr, exactement, des grosses sommes, et des très grosses sommes. Ah oui, à peu près, tu as déjà entendu parler de quelques sommes à peu près? Oui, bien sûr, j'ai entendu des 100 000, 200 000 à 13-14 ans. À 13-14 ans, 100 000, 200 000 euros, ça c'est un peu le quotidien. Parce qu'aujourd'hui. Pour la signature d'un jeune joueur. Dans un centre de formation. Exactement. Mais pourquoi? Parce qu'un joueur, c'est, on va dire, malheureusement, c'est considéré comme un produit. Donc ça veut dire qu'un joueur qui va dans un centre de formation, on se dit potentiellement, il peut valoir tant à la revente. Donc 100 000, 200 000 euros pour un club, ce n'est rien, c'est un investissement. D'accord. 100 à 200 000 euros. Et j'ai entendu dire aussi que parfois on fait déménager les parents. Ça existe, hein? Ça existe. Alors la réglementation FIFA, elle a appliqué pas mal de choses par rapport à ça. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué maintenant. Avant, on pouvait prendre une famille, les faire déménager et pour que le joueur puisse jouer dans le club. Maintenant, c'est plus difficile, plus compliqué. Et il y a beaucoup de règles qui ont été mises en place et qui fait que maintenant, c'est presque impossible. Presque impossible. Oui. Et quel est le rôle d'un agent à côté d'un jeune joueur? Qu'est-ce qu'un agent doit, quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il doit faire quand il est l'agent d'un joueur? Alors, le rôle d'un agent, en fait, il va gérer un peu tout ce qui est en dehors du foot. Donc, tout ce qui est contrat, tout ce qui est relation auprès des dirigeants. Ça, c'est nous qui allons gérer. Ça, c'est le premier point. Le second point, ce que peut faire aussi d'autres agents, c'est parce qu'ils vont peut-être créer des structures avec des personnes à côté. Donc, des gestionnaires de patrimoine, des concierges, tout ça qui vont gérer la partie lifestyle, on va dire, du joueur. Donc ça peut être très bien de la nourriture, ça peut être très bien des déplacements, des voyages, la gestion aussi familiale, ça c'est des choses que les agents peuvent faire. Donc c'est à peu près c'est gérer tout l'environnement qui est en dehors du foot pour un joueur de football. Comment faire la différence entre un faux et un vrai agent? Déjà, c'est la première question que chaque joueur doit poser à un agent, c'est est-ce que l'agent a une licence d'agent, que ce soit FIFA ou FFF ou autre. Ça, c'est après une bonne chose. Et puis, il y a pas mal de personnes qui se nomment agents et qui sont en fait que des intermédiaires, donc des personnes qui ont justement des contacts auprès des clubs, qui les font bénéficier, mais ils ne sont pas agents. Voilà. Et est-ce qu'il y a un endroit où on peut vérifier une carte professionnelle ou pas? Ouais, alors la FFF a sa propre plateforme, donc tu peux aller sur le site de la FFF et tu as une liste de tous les agents qui ont la licence FFF avec leur nom, prénom, numéro de téléphone pour certains. Et la FIFA est en train de préparer la même chose. C'est pas encore en ligne, mais tu peux vérifier cela. Et puis moi, par exemple, j'ai la carte agent FIFA, et donc la carte d'agent FIFA, en fait, il y a un QR code et tu peux scanner le QR code et en fait, ça te redirige directement sur le site internet et tu peux voir toutes les informations et la photo de l'agent. D'accord. Je voulais te parler d'un problème que je trouve qui fait pas mal que je vois beaucoup dans les clubs de foot, ouais. La relation agent et entraîneur. Est-ce que les agents s'associent souvent à des... Je parle dans les clubs amateurs. Je parle dans les clubs amateurs. Ouais. J'ai constaté souvent que des agents avaient des relations avec des clubs amateurs pour placer des jeunes joueurs. Comment ça se passe?
Bah écoute, un agent, il peut gérer un joueur, mais aussi il peut gérer un entraîneur. D'accord. Il peut gérer aussi la carrière d'un entraîneur. Donc, Même un entraîneur chez les amateurs aussi. exactement, oui, tu peux très bien gérer comme un joueur de football, hein, pareil. Hein. Tu peux gérer un joueur de football amateur comme un entraîneur amateur. Donc effectivement, tu as des agences qui ont des entraîneurs dans leur portefeuille, et donc du coup, leur idée, c'est comme les joueurs, c'est de les placer dans des clubs. Donc voilà, c'est à peu près comme ça. Donc oui, il y a des relations entre agents et entraîneurs qui entraînent parfois aussi des dérives par rapport à ces types de relations. D'accord, mais parce que est-ce que quand un agent touche, est-ce qu'un agent peut faire des propositions financières à un entraîneur? Bien sûr. Bah en fait, c'est pareil que pour un joueur. C'est-à-dire que aujourd'hui, un joueur, quand il va dans un club, nous on gère tout ce qui est contrat, et donc après on touche une rémunération par rapport au contrat que touchent les joueurs. Pour les entraîneurs, c'est la même chose. Un entraîneur touche un contrat auprès d'un club, et on touche une rémunération par rapport au contrat qui a été fait avec le club. D'accord. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vois, s'il y a une signature d'un enfant, par exemple, est-ce que vous faites des promesses à certains entraîneurs que là, si cet enfant vient dans le club, si on arrive à le faire signer, je peux te donner un billet? Non. Alors, tu sais, comme dans tout, ça peut arriver. Ça peut arriver, effectivement, ça peut arriver, parce que comme tu le dis, ça peut être un intérêt commun, donc la personne, si elle est intéressée par cet intérêt, elle peut y mettre, mais normalement, ça ne doit pas se passer comme ça. Mais tu n'as jamais entendu parler de ce genre de procédé? Non, pour ma part, j'ai jamais entendu parler de ça. Des agents qui retrogradent un peu, qui redonnent un peu de la thune, un peu... Non, moi, j'en ai jamais entendu parler. Non, j'en ai parlé, non. D'accord. Donc, ça peut exister. Non, je pense que ça peut exister. C'est dans le domaine du possible. Du possible, c'est dans le domaine du possible. Donc après, chaque chose, tu vois, quand ça se fait un peu sous la table, bah forcément, il y a des choses que tu vois pas. Donc, mais ça peut exister forcément dans ces milieux où il y a tellement d'argent. Donc forcément, il y a des dérives qui se font. Mais je vais te demander un peu, je sais que je sors un peu du cadre, un peu de l'agence, mais ça va toujours dans le domaine du football. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des académies qui pilulent un peu partout dans l'Île-de-France? Dis-moi. Bah en fait, ouais, les académies, il y a du bon et du mauvais. C'est-à-dire qu'il y a des académies qui sont là juste pour, on va dire, faire une structure, prendre de l'argent, on va dire, auprès des jeunes et faire des entraînements classiques, et qu'il n'y a pas un but par rapport à ça. Et tu as des académies qui, eux, ont vraiment un but. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des académies qui reprennent des jeunes qui n'ont pas signé dans des clubs pro ou qui sont sortis de centres de formation. Ils les reprennent, ils retravaillent sur eux par rapport à leurs lacunes et autres, et ils les aident à réintégrer soit un club pro, ou sinon les intégrer un club d'un bon niveau pour se relancer. Donc ça, moi, j'aime bien ces académies-là. Mais les académies qui font juste, on va dire, prendre des joueurs pour prendre de l'argent, je suis pas très fan. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la preuve que aujourd'hui le football a changé et que plein de clubs n'arrivent plus ou bien les enfants ou bien les parents ont tellement de pression que ils ont l'impression que l'entraînement du club ne suffit plus? Ouais, exactement. Est-ce que vous, en tant qu'agent, vous envoyez aussi certains de vos joueurs? Est-ce que vous envoyez certains de vos joueurs pour voir des entraîneurs à côté du club? Ouais, bien sûr. Bah, ça aussi, c'est une de nos missions. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de jeunes parents qui décident, en fait, de faire des entraînements supplémentaires aux entraînements que ont déjà leurs fils. Et donc, du coup, forcément, c'est un peu maintenant ce qui se passe sur les réseaux. On voit plein de coachs qui ont des jeunes joueurs qui leur font des entraînements. Bon, ça, c'est chacun fait comme il veut. Nous, de notre côté, effectivement, on prend des entraîneurs, mais on a aussi des joueurs, ils ont 17, 18 ans. Donc forcément, ils ont besoin d'avoir plus d'entraînement, parce que la concurrence, comme je te le dis, elle est rude, et que forcément, il y a des lacunes qu'il faut effacer assez rapidement. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de parents maintenant qui mettent leurs enfants auprès d'autres entraîneurs pour faire des séances spécifiques et autres. Voilà, après, malheureusement, c'est le drame qui arrive dans le football, quoi. Oui, mais est-ce que ce n'est pas ça? C'est pas aussi quelque part que le football, le club aussi a peut-être moins d'intensité, ou bien? En fait, non, c'est que surtout les clubs, ils sont beaucoup plus exigeants. Ils attendent beaucoup plus des joueurs. Ils sont prêts à prendre des joueurs 6 mois et après les mettre à la cave. Donc forcément, cette attente-là peut créer justement des envies, des volontés des joueurs de faire beaucoup plus pour ne pas être ce joueur de demain qui va être mis à la cave parce qu'il a fait 1 ou 2 mauvais matchs. Est-ce qu'on peut parler un peu là de ce qui se passe un peu
des joueurs qui se retrouvent un peu après avoir un agent. Et quand l'agent voit que le joueur ne donne pas satisfaction, il se débarrasse de lui après. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que à un moment donné, on a un joueur bien sûr. qui a mis un peu son avenir entre les mains d'un agent. Bien sûr. Et après, l'agent, peut-être, après avoir essayé plusieurs clubs, il voit que ça marche pas. Ça marche pas, mais il délaisse l'enfant. Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses? Il y en a plein. Moi, je suis pas forcément pour. Il y a beaucoup d'agences effectivement qui font ça, qui ramènent beaucoup de jeunes, qui brassent beaucoup de jeunes et qui vont en fait, en se disant que potentiellement ils vont avoir un ou deux très bons joueurs et le reste, ça va être les dommages collatéraux. Nous, notre principe dans notre structure, c'est qu'on a vraiment un accompagnement sur le long terme. Nous, moi, j'ai fait des études, j'ai fait des longues études, j'ai un bac+5. Moi, j'ai mon associé qui était dans le foot, donc il connaît le milieu du football. Nous, l'idée, c'est que, en fait, un joueur qu'on prend, on le suit jusqu'au bout. C'est-à-dire que même si demain il n'est pas dans un club, on va trouver des solutions justement pour l'amener peut-être dans autre chose. Ça peut être du scouting, ça peut être analyse vidéo. Il y a plein d'autres environnements dans le football que les joueurs peuvent utiliser. Et donc nous c'est notre volonté. Mais je sais que cette volonté-là, c'est pas la volonté de tout le monde. D'autres, ils veulent juste faire du business et donc dire j'ai un joueur, il est bon, je le garde, il est pas bon, je le lâche. J'ai entendu une anecdote d'un agent qui, un jeune de 12 ans à l'époque, non de 11 ans, en U12 si je m'abuse, qui va avec ce jeune-là dans un tournoi. D'accord? Et qui arrive là-bas, le gamin ne donne pas satisfaction au tournoi. Et je pense qu'il devait y avoir d'autres clubs qui étaient présents. Le gamin ne donne pas satisfaction. Et les agents l'ont laissé au tournoi et ils n'ont plus donné signe de vie. Qu'en penses-tu? Tu vois, c'est là que je dis que c'est pour ça que les agents ils ont une mauvaise image. C'est parce qu'il y a des gens, ils sont vraiment là juste pour gratter leurs pièces, comme on dit. Et non, moi je suis pas d'accord, tu vois. Moi quand t'accompagnes quelqu'un, c'est dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et c'est là aussi souvent que les joueurs ils ont besoin de nous, c'est dans les mauvais moments. Donc je trouve ça mauvais. C'est pour ça que je dis que moi les jeunes, faut les laisser tranquilles, faut les laisser s'amuser. Parce que là, tu vois, le jeune qui a été laissé sur le côté, en fait, tu lui casses un peu son rêve. Tu le brises un peu, tu vois. Est-ce qu'il y a des moyens de se retourner contre ces gens de procédés? Bien sûr, il y a des moyens. La FIFA, tu peux toujours envoyer c'est une sorte de porter plainte sur la plateforme de la FIFA. Après, voilà, je pense qu'il faut aussi dénoncer. Et le problème, c'est qu'il y a très peu de personnes qui dénoncent ces personnes-là. Et donc, du coup, ils continuent à faire ça librement. Parce que quand même, je trouve ça triste quand même pour un gamin de 12 ans, 11 ans, qu'on commence déjà à le mettre dans peut-être la réalité, peut-être son futur, mais sitôt c'est quand même grave. Donc moi je pensais qu'il y avait un moyen quand même de combattre ce genre de choses. J'ai l'impression que c'est presque compliqué. Ouais, je t'avoue, c'est compliqué parce que c'est un milieu qui est assez, on va dire, sombre, on va dire. C'est que tu vois, quand il y a ce genre de choses qui arrivent, personne n'en parle. Donc c'est pour ça que moi, par le biais de mes réseaux, tu vois, je suis mis sur les réseaux il y a pas longtemps, il y a même pas 2 mois. Je suis sur TikTok et Instagram. Et donc du coup, moi, mon but c'est de faire justement de la prévention auprès de ces jeunes-là, pour leur dire faites attention. Il y a des signes qui ne trompent pas auprès de certaines personnes. Il faut faire attention. Il y a des personnes qui demandent de l'argent alors qu'ils ne doivent pas vous demander de l'argent ou autre. En fait, mon but c'est de faire de la prévention, c'est de leur dire effectivement, les agents, ils ont une mauvaise image. Moi, j'essaie de donner les bonnes images et les bonnes informations pour que justement, ils ne tombent pas sur ces mauvaises personnes-là. D'accord. Tu m'as dit hors antenne tout à l'heure que tu voulais aussi aller beaucoup, que tu voyageais beaucoup, que tu voulais beaucoup aider aussi le continent africain. Ouais. Pourquoi cette envie de vouloir te retourner vers ce continent? Parce que moi, je suis originaire du Sénégal déjà, donc je connais assez bien l'Afrique. Je sais que c'est une terre de football. C'est un des seuls sports qui donne l'accès un peu à tout le monde. Et donc, je sais que le football africain est dans un tournant qui est assez important. Les structures qui sont en train d'évoluer sont énormes. J'étais au Maroc, j'étais en Égypte, au Sénégal, je connais aussi. Je compte aller dans d'autres pays pour continuer à faire mon tour d'horizon. Et je sais que l'Afrique, c'est le présent et c'est aussi le futur. Donc, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Il y a beaucoup de personnes qu'on peut aussi contacter, informer et faciliter, on va dire, en fait, les chances des Africains parce qu'ils ont
petite visibilité et il y en a très peu qui arrivent à toucher le monde professionnel, alors qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont les qualités pour. Mais est-ce que tu penses que tu vas crédibiliser l'image des agents aujourd'hui avec tout ce qu'on a vu à la télévision de ces enfants africains à qui on a fait miroiter certaines choses et qui arrivent ici dans ce continent, on les délaisse. Et comment vas-tu faire pour redorer le blason des agents en Afrique? Moi, l'idée, c'est d'inviter des joueurs. C'est d'inviter des joueurs par les lives ou autres qui sont originaires d'Afrique et qui ont justement réussi à faire une carrière dans le monde professionnel, pour leur montrer un peu le processus et comment ça s'est passé, et montrer aussi les pièges qu'il peut y avoir aussi quand ils sont africains et qu'ils arrivent en Europe ou dans d'autres pays africains. Moi, c'est un peu ça que je veux créer auprès des jeunes. Mais on parlait de ce qui se passe un peu en Afrique. Quand toi tu vas en Afrique, qu'est-ce que tu dis par exemple à un jeune Africain? Moi, ce que pour je lui dis, donner, pour lui montrer que tu es différent, qu'est-ce que tu lui dis? Déjà, première des choses, c'est que je lui montre ma carte d'agent, déjà. C'est la première des choses. Second point, c'est que aujourd'hui, moi, mon discours, et c'est un discours qui est très ouvert. C'est-à-dire que je leur laisse poser des questions, j'échange beaucoup avec eux. Je leur dis aussi là que c'est la vie d'un footballeur et ce qu'ils attendent, c'est un niveau qui est très élevé. Donc, il faut pas qu'ils s'attendent non plus aussi à ce que parce qu'ils sont bons en Afrique, ils vont forcément être bons en Europe. Et voilà, faut être transparent en fait. En fait, faut être transparent, faut leur dire les choses. Je pense qu'ils peuvent très bien comprendre ces sujets-là. Et je pense que le problème, c'est qu'ils manquent d'informations et ils manquent de transparence. Et donc moi, par mes réseaux sociaux, sur Ibra-Jean FIFA, sur TikTok ou sur Instagram, moi, mon but, c'est d'être très transparent, leur dire les choses. Et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire améliorer les choses. Et, tu vois, l'Afrique, le peuple, nous les Africains, souvent les parents en Afrique, avant, je me rappelle, c'était compliqué pour ces parents-là d'accepter même que les enfants jouent au foot parce qu'on est beaucoup très à cheval sur l'école. Ouais. L'école. Et comment arriverais-tu aujourd'hui à convaincre ces parents-là pour les montrer que laissez-moi votre enfant, j'y crois. Comment vas-tu faire pour convaincre ces parents-là aujourd'hui pour qu'ils puissent te confier un gamin? En fait, moi, ça va être par rapport à mon expérience déjà, mon expérience de vie. Comme je te disais, j'ai fait des longues études. Je suis dans le milieu du football. Aussi, peut-être leur présenter des personnes qui sont des personnes influentes pour justement les rassurer par rapport à ça. Moi, en fait, c'est tant que tu es transparent avec les parents ou autres, je pense qu'après, tu as une relation de confiance qui se crée. Mais ça va prendre du temps. Donc pour moi, c'est un échange. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais il faut être transparent, donner les bonnes informations. Et puis voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de garantir à un joueur qui sera footballeur professionnel? Non, impossible. Il n'y a personne qui peut garantir. S'il y a une personne qui peut dire « je le garantis », c'est impossible. Impossible, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qu'on ne maîtrise pas. Tu vois? Donc déjà, un joueur, il peut être bon un jour, moins bon, on ne sait pas pourquoi. Il peut être aussi avoir des problèmes ou des blessures qui font que c'est pas possible. En face, on a les dirigeants. Donc, tu as des dirigeants qui ont des choix, d'autres qui ont d'autres choix. Donc, en fait, c'est très, très compliqué. Donc, assurer un joueur de lui dire « Oui, t'inquiète pas, avec moi, tu deviendras professionnel », ce serait mentir. Et moi, je ne promets jamais aux joueurs qui vont devenir professionnels, mais je leur promets en tout cas d'être accompagnés pour qu'ils puissent au moins réaliser quelque chose. Voilà. D'accord. Et dans tout ce que tu fais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un suivi scolaire des enfants? Exactement. Moi, c'est super important. Moi, c'est même primordial. Moi, c'est la première question que je pose quand je vois un joueur qui est assez intéressant. Que fait l'enfant? Est-ce qu'il est à l'école? Qu'est-ce qu'il fait à l'école? C'est quoi son niveau scolaire? Est-ce que ça se passe bien? Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, tout est lié. Moi, si tu es bon à l'école, c'est que tu as une bonne capacité, c'est qu'il y a une capacité de réflexion, d'écoute. Pour toi, tout est lié. Tout est lié. Pour moi, tout est lié. Le football et l'école. C'est lié.
C'est lié, tu vois. Quand tu vois moi, aujourd'hui des Kylian Mbappé, tout, qui s'expriment bien, qui écoutent, qui sont dans la réflexion, tout, ça, c'est des choses qui vont aider forcément le joueur. Et en fait, on gagne du temps, en fait. Pour moi, on gagne du temps. Je dis pas que les personnes qui n'ont pas fait d'école, ils vont pas réussir dans le football. Je dis pas ça. Mais je dis forcément que dans certaines situations, ce sera beaucoup plus simple avec une personne qui a une capacité de réflexion et d'écoute qu'un joueur qui est un peu à droite à gauche et qui n'a pas... Un dilettant. Et voilà, qui est en dilettant, exactement, c'est ça. Et tu vois, pour moi, l'école, ça a aussi des valeurs qui est important, ça amène des valeurs en fait importantes dans le football aussi, tu vois. Le travail, la rigueur, tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Et le foot là, en apporte, mais l'école aussi. L'école. Mais est-ce que, en tant qu'agent FIFA aujourd'hui, quand tu vois le monde du football actuel, Ouais. Surtout le monde du football amateur, avec tout ce qui se passe, avec les projets Mbappé, et tout ce qu'il y a autour du football, est-ce que c'est quelque chose, c'est comme ça que tu pensais, dans ce monde-là que tu croyais, ou bien tu pensais, tu étais déjà prévenu, tu savais déjà que tu allais tomber dans un système aussi difficile, aussi complexe? Ouais, non, mais je savais déjà. Et je t'avouerai que moi, au début, je voulais pas faire le métier d'agent. D'accord. Pourquoi ? Parce que les gens... T'as poussé alors? Mais en fait, ce qui m'a poussé, en fait, c'est que à la base, j'avais fait un projet numérique. En fait, en gros, je voulais créer une application pour mettre en relation justement les joueurs, les agents, les clubs, pour un peu le LinkedIn du sport. Voilà. Donc, c'est un projet que j'ai vu, mais en fait, c'est un projet où il fallait avoir beaucoup de moyens. Et à ce moment-là, je les avais pas forcément. Donc, moi, je me suis dit comment je peux impacter le plus rapidement possible et le plus proche des joueurs. Donc, je me suis dit autant passer le diplôme d'agent et d'être justement en contact directement avec les joueurs. Donc c'est un peu ça en fait, c'est ce cursus-là qui m'a fait que je suis passé agent. Mais à l'époque, j'ai même pas eu l'envie ou l'idée de me dire ouais allez je vais devenir agent et je vais côtoyer des personnes qui eux ont une volonté juste joueur produit et je veux faire de l'argent avec de l'argent. Moi c'est pas ça. Moi je veux un suivi long, un long suivi des joueurs. Au bout de 10 ans, je me dis, voilà, ce joueur, je l'ai accompagné, tout comme toi, par exemple, tu as accompagné des personnes, des personnalités, tu les as mis au créneau, et aujourd'hui, ils ont réussi. Pourquoi ? Parce que tu as eu ce suivi-là. Et moi, c'est la même chose. Mais est-ce que quand tu fais un mandat d'un joueur, tu le gardes combien d'années ? Le mandat, en fait, c'est 2 ans. C'est maximum 2 ans. Donc, en gros, tu fais un mandat de 2 ans. La loi dit combien d'années ? La loi dit 2 ans. 2 ans. 2 ans. Tu peux pas avoir plus. En fait, tu peux avoir plus, tu le renouvelles, en fait. Tu renouvelles ton mandat. Mais chaque fois que tu renouvelles ton mandat pour maximum 2 ans. D'accord. Donc, voilà. Au bout de 2 ans, tu peux renouveler. Exactement. Tu peux pas faire un mandat de 3 ans. Non. Tu peux pas faire un mandat de 3 ans. Tu es obligé de faire un mandat de 2 ans. Et dans ce mandat de 2 ans, et l'agent, comment il se rémunère, en fait ? Il y a 2 façons. La première façon, c'est l'indemnité de transfert. Donc, quand tu as l'indemnité de transfert, tu touches un pourcentage sur le transfert. Donc, par exemple, tu as 10% sur le montant du transfert, c'est ce que tu touches. Et après, tu as les rémunérations du joueur. Donc, c'est le salaire du joueur. Tu touches aussi un pourcentage sur le salaire du joueur. Donc, quand par exemple, tu as un joueur que tu as placé dans un club, le joueur, il a un transfert, donc tu touches un pourcentage, et tu touches aussi un pourcentage sur le salaire. Si, par exemple, ton mandat, il dure 2 ans et son contrat, il dure 5 ans, tu touches les pourcentages, même si demain, tu n'es plus en mandat avec le joueur. C'est-à-dire ? J'ai pas bien compris. Par exemple, tu as un joueur que tu as fait signer dans un club. Il a signé un contrat de 5 ans dans un club. D'accord ? Toi, tu touches un pourcentage mensuel ou trimestriel sur le salaire du joueur. D'accord ? 2 ans déjà. Pendant 2 ans. D'accord ? Ça, c'est 2 ans, c'est la durée du mandat. Si demain, le joueur, il n'est plus avec toi, il est qu'à un autre agent, et qu'il est sous le même contrat, tu touches quand même. D'accord, s'il a un contrat de 5 ans, tu vas toucher pendant les 5 ans. Tu vas toucher pendant les 5 ans. Tant que ça va passer le même contrat, tu toucheras jusqu'à la 5e année. D'accord, mais si entre-temps, il renouvelle le contrat. Exactement. Souvent, c'est ce qui se passe, c'est que le joueur, avec l'agent, ils vont dire on va retravailler le contrat, on va renégocier le contrat, et donc du coup, c'est le nouvel agent qui va toucher le nouveau contrat. D'accord, donc quelque part, quand tu te sépares d'un joueur, tu pries qu'on ne renouvelle pas son contrat, quoi. Exactement, mais bon, vraiment en soi, c'est assez rare quand même. Hein. Ça reste assez rare que un joueur garde le contrat jusqu'à la 5e année. Souvent, c'est renouvelé au bout de la 2e, 3e année parce que le club, l'intérêt du club et l'intérêt du joueur aussi,
bah, le club il veut le garder, il y a une meilleure valeur. En plus, Ah oui, donc ça veut dire qu'il va gagner plus d'argent et toi moins, puisque vous n'êtes plus ensemble. exactement, potentiellement. Mais après, si je fais bien mon travail, normalement, j'ai pas de sujet. D'accord. Est-ce que les agents aujourd'hui peuvent attaquer les joueurs? C'est possible, bien sûr, bien sûr. Bah, ça peut être des cas, bah, justement, où des joueurs veulent résilier des contrats sans raison, puisque normalement on est sous mandat. Ils peuvent les attaquer. Maintenant, après, ça reste des cas par cas. Voilà. D'accord. Mais on va parler un peu du football amateur aujourd'hui dans lequel tu es. Ouais. Et tu m'as dit que tu avais 8 joueurs en France. 10, enfin, j'en ai 8, ouais. J'en ai 8 en France. Ouais. Et combien, tu peux me donner un peu, répartir un peu où ils sont tes joueurs? Ils sont entre la nationale et la nationale 2. Non, je veux dire, où, dans quel pays? Ah, ok. J'en ai 2 au Maroc, un en Égypte. Du coup, 8 en... C'est toi qui places des joueurs dans ces pays-là, hein? En fait, c'est des joueurs que j'ai récupérés. Ils étaient déjà en fait dans ces pays-là. D'accord. Voilà, c'est des joueurs que j'ai récupérés. C'est déjà dans ces pays-là, Ouais. mais tu as pu négocier leur nouveau contrat. Exactement. J'ai pu organiser un nouveau contrat avec eux. D'accord, Exactement. en Égypte. En Égypte, ouais. D'accord. Il y a combien de joueurs en Égypte? Un seul. Un joueur en Égypte. Un joueur en Égypte, ouais. Et au Maroc? J'en ai 2. 2 joueurs au Maroc? 2 joueurs au Maroc, ouais. D'accord. Donc à peu près, tu as plus d'une dizaine de joueurs là. Exactement, c'est ça, ouais. Et en Afrique noire, tu as des joueurs? Ouais, j'ai une joueuse. Alors, bah, j'ai une joueuse. D'accord. J'ai une joueuse qui est internationale sénégalaise. Et après, bah, les joueurs que je t'ai cités au Maroc et en Égypte, c'est des joueurs d'Afrique noire. L'Afrique noire. Ouais, exactement. C'est les joueurs africains qui jouent dans ces pays. Dans ces pays-là, exactement. D'accord. Exactement, ouais. Ok. Donc pour toi, vraiment un agent FIFA, tu vois un peu partout, un peu dans le monde, un peu. Exactement, ouais, c'est le Et but, quand c'est tu de les es voir. agent FIFA, tu parlais même en Argentine, en dehors, mais au-delà, mais pas forcément qu'en France, quoi. Non, exactement. Un agent FIFA, il peut travailler dans n'importe quel pays, partout dans le monde. Un agent FFF ne peut travailler qu'en France. Il peut travailler qu'en France. Et après, il peut demander une revalorisation de sa licence auprès de la FIFA. Et après, c'est eux qui acceptent ou qui acceptent pas, mais souvent ils acceptent. C'est moyennant un montant. D'accord. Voilà. Donc après, quand on est agent français, on peut demander seulement Exactement. L'équivalence de la licence FIFA, ouais, on peut la demander. Ouais. pour pouvoir envoyer des joueurs un peu partout, quoi. Exactement. Pour devenir comme un peu un agent FIFA. Exactement. D'accord. Mais dans le cas contraire, c'est compliqué. Dans le cas contraire, c'est compliqué. D'être agent FIFA et d'avoir un truc FFF, c'est possible, mais en fait c'est possible pour les personnes qui sont pas de nationalité française. C'est-à-dire qu'un Belge qui a la licence FIFA peut demander la licence FFF moyennant un montant, mais un Français qui a la licence FIFA, en fait, il ne peut pas demander la licence FFF en équivalence. Voilà. D'accord. Comme tu es en France, tu devrais le passer, c'est ça qu'on veut dire. Je devrais la passer, exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'on met la pression pour le passer. Exactement. Et comment se fait-il que c'est compliqué pour avoir l'agrément FIFA et même pourquoi on a mis la barre aussi haute, quoi? Bah, on a mis la barre aussi haute parce que je pense qu'on veut aussi les meilleurs par rapport à ça. Après, la licence FIFA et la licence FFF, c'est 2 systèmes différents. La licence FIFA, en fait, c'est un examen à 20 questions et tu dois avoir minimum 15 sur 20 pour avoir l'examen. Il y a environ 30% de réussite chaque année par rapport à ça. Et à la licence FFF, il y a 2 examens. Le premier examen, c'est un examen global. Donc tous les agents passent. C'est agents basket, football, volleyball. Ils passent cet examen. Ils doivent avoir minimum 10 sur 20. Et après, ils passent leur spécifique. Donc pour la FFF plutôt, c'est un examen pareil, 20 questions. Et tu dois avoir minimum 14 sur 20. Donc voilà. Pas facile. Pas facile, non, pas facile. Et je crois que le taux aussi, il est encore plus bas. Je crois qu'il doit être à 15%, je crois, ou de réussite, je crois, pour la licence FFF. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'on gagne bien sa vie en tant qu'agent? Alors, il y a des personnes qui gagnent bien leur vie. Il y en a d'autres qui ont leur licence, mais qui ne vivent pas du métier. Pourquoi? Parce que c'est un métier où déjà, il faut avoir beaucoup de relations, beaucoup de contacts. Et c'est pas tout le monde qui peut avoir ce contact-là, ce réseau-là. Donc, il y en a qui font des boulots à côté, et d'autres qui vivent pleinement, en fait, de ce métier-là. D'accord, je comprends pourquoi quand on a un petit joueur, on a l'impression que c'est la pépite, on ne veut pas le lâcher, on met beaucoup d'énergie pour ces joueurs parce que ce n'est pas évident de pouvoir avoir accès à tous ces réseaux. Exactement. Et comment toi tu fais toi pour... Bon, tu m'as dit que ton associé était un joueur de foot et ouais. il est encore en activité. Donc il t'aide beaucoup à ouvrir votre champ. Exactement. D'être ensemble.
Exactement, il m'aide à ouvrir le champ et justement d'avoir différents contacts. J'ai mon scout aussi qui a pas mal de contacts aussi, donc du coup il m'aide aussi pas mal sur la prise de contact et autres. Après moi je suis aussi pas mal sur les réseaux, donc du coup forcément ça attire l'œil, du coup j'ai des contacts que j'arrive à avoir à droite et à gauche. En fait c'est cette synergie là en fait qui fait qu'on arrive à bien avancer en fait sur nos dossiers et autres quoi. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon scout? Pour être un bon scout, déjà, il faut avoir une bonne visibilité, connaître un peu le football, connaître bien le football même, savoir aussi ce que attendent les dirigeants d'un joueur. Ça, c'est super important parce que des fois, on voit des bons joueurs, mais forcément, ça colle pas avec la philosophie ou le profil qu'attend un dirigeant. En fait, c'est ça, en fait, c'est avoir un bon regard sur le football, sur le footballeur, sur son état d'esprit, sur comment il réfléchit. Enfin, il y a plein de choses qui font que un scout, il doit être très rigoureux par rapport au choix qu'il va prendre sur les joueurs. D'accord. Et on va aller maintenant dans ton futur. Et qu'est-ce qui te manque, toi, et qu'est-ce que tu as besoin, toi, pour encore développer ton agence? Moi, ce que j'ai besoin encore, nous, on a plein d'idées, tu vois, par rapport à l'agence, tu vois. Je te parlais de l'idée de faire un podcast aussi, tu vois, pour présenter justement les personnalités un peu hors dehors du foot. Nous, aujourd'hui, on veut créer un écosystème. Nous, le but, c'est de créer un écosystème footballistique où, en fait, chaque joueur qui rentre dans notre agence va permettre d'aider d'autres joueurs aussi qui ne le sont pas encore, mais qui vont investir peut-être dans des structures ou des aides pour l'école ou des trucs comme ça. Nous, en fait, c'est ça qu'on veut créer. Donc c'est un peu ça. Moi, ma finalité, c'est qu'à la fin, on arrive à créer une agence qui marche bien et une agence qui fait aussi de l'humanitaire, de la formation, etc. Ça, c'est un peu comme ça que je vois en fait l'idée de mon agence. Mais aujourd'hui, quand tu es avec des clubs professionnels, tout ça, est-ce que ces clubs professionnels, vu ton jeune âge, comment ils perçoivent en fait? Ils me perçoivent comme une personne en fait qui a des joueurs potentiels. D'accord, c'est ça qui les intéresse. C'est ça qui les intéresse en soi. Non. Non. Et puis après le sérieux aussi, il est important. Le sérieux de l'agent, il est aussi important. Mais eux, leur idée première, c'est que c'est le joueur. Eux, c'est le joueur qui les intéresse. Après qu'il soit avec A, B ou C, ça, on va dire, ils s'en fichent un peu. C'est le sésame, le joueur. Le joueur, c'est le sésame. C'est le cœur du sujet. D'accord. Mais justement, aujourd'hui, quand on a comme toi, des joueurs à peu près de 18 ans, est-ce que il est facile aujourd'hui pour un joueur, parce que tout à l'heure je te parlais d'âge, est-ce qu'à un certain âge, est-ce que tu ne sens pas que certains clubs ont besoin d'encore des joueurs de plus en plus jeunes? Parce que j'ai l'impression que à un certain âge, les joueurs deviennent de plus en plus vieux. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, la valeur en fait d'un joueur, elle se résume aussi à l'âge aussi. Donc forcément, un joueur jeune a une meilleure valeur qu'un joueur qui est plus vieux. Ça, c'est alors tu choisis, toi, d'aller vers 17-18 ans, puisque on arrive déjà presque à cet âge-là. Certains joueurs sont déjà en première division. Ouais, bien sûr. Ouais. Et toi, si tu prends un joueur de cet âge-là et qui n'est pas encore, peut-être même en national et autres, comment fais-tu pour le garder focus? Ouais, bien sûr. En fait, moi, l'idée, comme je te l'ai dit, c'est que nous, on travaille sur le long terme. Donc, nous, c'est pas le début qui nous intéresse, c'est l'arrivée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous, quand on prend un joueur, c'est qu'on sait qu'il a un potentiel et on travaille là-dessus en disant, voilà, nous, le plan qu'on veut voir avec ça, c'est comme ça, tu vois. On lui donne des objectifs. Donc, dans 2 ans, on te voit dans tel niveau. Dans 2 ans, on te voit dans tel niveau. En fait, nous, on lui donne en fait un chemin directrice pour justement qu'il puisse évoluer dans de bonnes conditions. Donc, ouais, effectivement, 18 ans, ça commence déjà à être un peu tard. Mais pour nous, non, c'est pas le cas. Nous, l'idée, c'est que tout le monde ne peut pas arriver directement à 18 ans en étant pro. Mais on peut trouver des solutions pour qu'à peut-être 22-23 ans, ce joueur arrive au top niveau parce qu'on a travaillé en amont. En amont. Donc, aujourd'hui, les parents qui ont l'impression que si leurs enfants n'ont pas signé à 14-15 ans, qu'est-ce que tu vas les dire? Je vais dire qu'il faut patienter, c'est peut-être pas le bon moment. Et puis il y a des joueurs qui signent à 14 ans et qui sortent à 18 ans. Et qui sont plus dans les clubs. C'est ça que j'aimerais que tu expliques un peu. Bien sûr. Parce qu'il y a ce problème-là chez certains parents qui sont tous focus à l'idée que leurs enfants doivent signer à 15 ans. Est-ce qu'il est possible de réussir au football sans passer par un centre de formation? Bien sûr, il y a plein de joueurs qui sont pas passés par un centre de formation et qui ont réussi, tu vois. Mais aujourd'hui, il faut
qu'il faut dire aux parents, c'est que d'abord, c'est un jeu, il faut qu'ils s'amusent, d'accord ? On peut pas mettre des plans sur la comète à un enfant de 14 ans parce qu'il sait bien dribbler, il a des trucs, parce qu'en fait, la vie a montré qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient bons à 14 ans et qui n'ont pas été bons à 18 ans. Parce que, du coup... Il y a des joueurs qui peuvent être bons à 14 ans. Plein. T'en as déjà entendu parler? Il y en a plein. Il y en a plein, le contraire. Ils sont pas très bons et ils deviennent bons à la fin. En fait, le plus important, moi, ce que je dis aux joueurs, quand ils sont en centre de formation, le plus important, c'est pas les 2 premières années, c'est la dernière année. Parce que la dernière année, elle va résumer tout ton parcours. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ta dernière année avant ta possible signature, c'est celle-là qui est importante. Donc, quand tu es dans la dernière année, c'est là que tu dois miser tout. Les 2 autres années, même si elles sont pas très bonnes, tu es encore là, c'est bon, tu peux encore faire quelque chose. Mais tu peux, le football, c'est comme ça. Le football, c'est le moment de l'instant. T'es bon à l'instant et t'es mauvais à l'instant suivant. Mais est-ce que toi, tu as déjà eu la situation, comme tu viens de décrire là, d'un jeune qui était dans un centre de formation, dont tous les parents avaient déjà fait des bien sûr. Que l'enfant allait devenir un joueur de foot professionnel et autres. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de récupérer cet enfant-là dont le centre de formation n'a plus voulu? Et comment tu as géré cette situation? Exactement. Souvent, tu vois, ce qui se passe pour ces joueurs-là, déjà, c'est de savoir est-ce qu'ils ont toujours la volonté de jouer au football. Parce que tu as beaucoup de joueurs, en fait, ils rentrent dans les centres de formation, ils sont dans une structure, ils sacrifient un peu une partie de leur vie aussi, de leur adolescence, et ils sortent de ce cursus-là, ils n'ont pas réussi par rapport au football, et ils sont désemparés. Donc tu as des joueurs que tu arrives à récupérer et à les aider, et ils arrivent à y remettre. C'est possible de récupérer ces enfants-là. Est-ce que dans la tête, l'enfant a encore envie? C'est ça, en fait. En fait, il faut que le joueur ait envie. Et des fois, c'est compliqué. Mais comment fais-tu alors pour lui redonner l'envie, c'est ça? Justement, c'est de retrouver une structure qui va lui permettre d'aider à avoir cette envie de jouer au football. Ça, c'est le premier point. Et après, c'est d'avoir ce suivi-là, tu vois. En fait, c'est le joueur, quand il est dans un centre de formation, il est suivi. Et après, quand il sort du centre de formation, il est plus suivi. En fait, il n'y a plus personne qui les suit. En fait, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, soit tu as des joueurs qui sont livrés à eux-mêmes, ils sont courageux et ils arrivent à y remettre du pied à l'étrier. Ça existe, mais il y en a très peu. Soit tu as des joueurs, ils sont pas accompagnés, du coup, ils sont un peu à droite à gauche et ils font plus de football, ils font autre chose. Ils n'ont pas été formés pendant le cursus de formation, au centre de formation. Donc, du coup, ils font pas grand-chose. Et c'est là que viennent les problèmes, tu vois. Donc, je pense que c'est la continuité du suivi qu'ils ont eu avant. Ça, c'est important. Et c'est surtout la volonté aussi. Parce que tu vas pas non plus dire... Comment tu vas faire? Et je prends le cas, un enfant, il est parti. On a fait la fête dans le quartier. Il a fait le maillot, parce que je vois beaucoup d'enfants. Il a fait le maillot avec le quartier, dans le lieu où tout le monde a l'habitude d'être. Ouais, bien sûr. Il a le maillot, tout le monde a le maillot, tous ses amis d'enfants sont là. D'accord, voilà la scène. Okay? Et il est content, la famille est contente. Et tout le monde est déjà fier du parcours de l'enfant. Mais au bout de 2 ans, le centre de formation renvoie le même enfant qui est parti et qui était de l'espoir d'une famille, d'un quartier, de tout son entourage. Comment faire pour redonner à cet enfant, même pas si ce n'est pas le football, l'envie, même de tout, même de sortir, de se balader, de rencontrer des gens? Comment, en tant qu'agent, on peut gérer ce genre de situation? Est-ce qu'on laisse l'enfant parce qu'il n'est plus intéressant pour vous? Est-ce qu'on continue à le suivre? Pour moi, c'est important de le suivre. Quand tu as pris la main d'un joueur, c'est pour l'accompagner jusqu'au bout. Et donc, tu sais pas ce qui peut arriver demain. Oui, effectivement, il a eu un échec là, mais est-ce que l'échec va résumer tout son parcours? Je le pense pas, tu vois. Je pense qu'il y a encore des choses qui peuvent être faites. Mais toi, objectivement, honnêtement, est-ce que tu as encore envie de suivre cet enfant? À partir du moment parce que l'enfant n'est plus la poule aux œufs d'or. Mais ça veut rien dire. À ce moment-là, il n'est peut-être plus la poule aux œufs d'or, mais peut-être demain, ça deviendra la poule aux œufs d'or. Il y a plein de joueurs, ils n'ont pas réussi en centre de formation, ils sont retournés dans le cursus amateur, et ils ont réussi parce que c'était peut-être pas le bon moment. C'était peut-être pas le bon moment, en fait. C'était juste que là, à ce moment-là, ils n'avaient pas la maturité, ou ils n'avaient pas cette volonté de réussir. Donc forcément, ça a été cette conséquence-là. Après, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de joueurs, ils veulent plus faire. Donc s'ils veulent plus faire, je vais pas forcer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, c'est une question de volonté. Est-ce que c'est parce qu'il ne veut plus faire, ou bien est-ce que c'est parce qu'il sort d'une déception qui est tellement énorme pour l'épaule d'un enfant, parce que ça reste encore un enfant? Bien sûr. Comment redonner? Parce que pour un agent, c'est plus facile de dire je vais pas me le coltiner encore là, il va être en dépression. Bien sûr. Je préfère continuer là où il y a
des choses positives. Parce que là, on devient presque père, mère Bien sûr. enfant. Est-ce que, en tant qu'agent, on a envie de se retaper tout ce boulot-là? Est-ce que tu penses que les agents le font? Ou bien tu penses, est-ce que sincèrement, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'agents qui délaissent ces gens d'enfants? Non, il y a beaucoup d'agents qui délaissent ces enfants. Il y a beaucoup, il y en a énormément. Il y a énormément qui les délaissent parce que pour eux, c'est plus la poule aux œufs d'or comme tu l'as dit, tu vois. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que ces personnes qui pensent comme ça, en fait, ils ont jamais pensé à l'intérêt de l'enfant. En fait, ils ont pensé à leur intérêt à eux. C'était la finalité, c'est d'avoir de l'argent. Et donc, du coup, comme aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et pour eux, ils se disent, autant prendre mon énergie et aller le faire autre part. D'accord, ça, chacun fait comme il veut, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Moi, ma philosophie aujourd'hui, c'est qu'un jeune joueur, même quand il est dans une situation de déception, il faut lui laisser le temps déjà de digérer tout ça. Et après, il faut lui donner aussi un nouvel élan. Et il faut lui dire, écoute, tu as raté ça, ok, maintenant on va faire ça, mais d'une autre manière et d'un chemin différent. Et lui montrer que d'un autre chemin, c'est possible. Et il y en a plein. Il y en a plein. Objectivement, Ouais. si on doit à peu près sur 10, combien d'agents restent avec ce joueur? Objectivement, à peu près pour toi. Moi, je pense que sur 10, il y en a avoir 2. On est d'accord. Ouais. Moi, je suis d'accord. On est d'accord qu'il y a peut-être que 2. Ouais, il n'y en a que 2 qui doivent rester sur 10 auprès de ces jeunes-là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui, à la fin, ils ne font plus rien. On repart avec un enfant qui est bousillé. Exactement. Et c'est ça que des fois, moi je dis, des fois, il faut être un peu plus patient, des fois auprès des parents, parce que les parents, dès qu'ils ont un club, allez, non, on l'envoie. On l'envoie au club. Oui, parce que c'est une opportunité ou c'est un truc, mais on ne sait pas. Mais c'est ça que c'était ma question. En fait. Comment faire pour choisir le bon club à un parent qui n'a pas forcément, qui travaille difficilement, d'accord, et dont on va proposer un salaire. Je prends 2 contrats, 3 contrats même. Le premier contrat, il y a une somme intéressante, mais le projet n'est pas forcément un truc de fou, d'accord. Le deuxième contrat, la somme n'est pas du tout terrible, peut-être une somme basique, mais un projet sur le long terme qui peut être très intéressant pour un enfant. Le troisième, le contrat, c'est un contrat seulement d'observation. Mais après cette étape-là, tout est nickel. On lui propose quelque chose qui peut... Il y a le côté humain, il y a tout un processus. Exactement. Quel est le contrat que tu vas demander au papa de choisir? Exactement. Souvent sur mes réseaux, je fais ce type de contenu-là, où je propose 2 contrats et en fait, les personnes choisissent justement pour avoir cette envie, cette réflexion par rapport au contrat. Moi, aujourd'hui, un joueur... Mais comment convaincre la famille qui est démunie, qui n'a pas forcément les moyens de refuser ou bien d'accepter le contrat qui va aussi pour toi, l'agent, être intéressant? Pour les jeunes, non. Mais après, oui. Non, je parle un contrat qui peut être intéressant pour l'agent aussi. Ouais, bien sûr. Comment fais-tu pour un contrat qui te met dans les bonnes dispositions en tant qu'agent? Ouais, bien sûr. Mais qui ne garantit pas forcément quelque chose bien sûr. concret aux joueurs. Et là où ça ne te garantit moins d'argent, mais qui garantit quelque chose de concret aux joueurs, comment fais-tu? Il y a beaucoup d'agents, et je te dis la vérité, qui vont choisir plutôt l'aspect financier. Mais qu'est-ce qui me dit que toi, tu ne vas pas choisir ça? Mais moi, parce que moi, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, moi, c'est un processus de long terme. Et moi, le processus de long terme, c'est pas quelque chose que je gagne aujourd'hui, c'est quelque chose que je veux gagner demain. Mais est-ce que le père qui est là-bas, il a envie de l'argent? Comment toi, dans ton intérêt, ça va? Et tu sais que dans l'intérêt du père qui a besoin, comment vas-tu maintenant, même si c'est dans ton intérêt, tu as pu mettre de côté tes intérêts. Tu as dit c'est pas grave. Mais comment vas-tu maintenant convaincre le père? Justement, c'est tout ce qui se fait en amont, et ça, c'est pour ça que je te dis c'est super important. Quand tu rencontres un joueur, c'est de rencontrer aussi la famille. Tu vois, la famille, l'entourage, c'est super important parce que tu connais l'environnement du joueur, l'environnement de la famille. Donc forcément, tu vas t'adapter déjà aux potentielles décisions qu'ils vont prendre. C'est-à-dire que, par exemple, tu as un parent qui a des situations compliquées. Moi, je vais lui demander, aujourd'hui, vous suivez votre fils pourquoi? Est-ce que vous suivez votre fils parce que vous aimez le football et que vous voyez quelque chose, un avenir avec lui, ou c'est parce que vous voyez
tout ce qu'il y a derrière le football, c'est-à-dire l'argent, etc., etc. Voilà, c'est des questions qui sont super importantes. Et il y a très peu de personnes qui vont voir les parents parce que eux, leur intérêt, c'est l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, quand je vais voir les parents, je leur pose ces questions et je suis franc dans mes questions parce que c'est ça qui va aussi conditionner si la personne, je le suis ou pas. Parce que oui, effectivement, tu as des parents qui vont prendre des décisions par rapport à de l'argent et qui sont parfois pas les bonnes décisions. Alors que si je suis des parents qui sont bien dans leur esprit, ils sont posés, ils attendent pas que leur fils fasse des miracles pour gagner de l'argent, et ben ce sera beaucoup plus facile à travailler. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Donc c'est super important, moi, les relations famille, parce que le joueur et la personne qui les connaisse le mieux, c'est la famille. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est super important d'avoir un retour de leur part, mais c'est surtout important de savoir où tu mets les pieds. Tu vois? Où tu mets les pieds. Ça, c'est super important. D'accord. Bon, Ibra, on arrive presque à la fin. Si tu as des choses à dire, dis-moi, tu aimerais parler de quoi que je n'ai pas pu aborder dans cette interview? Bah écoute, moi, on en a parlé un peu, mais moi, ce qui est important, c'est la prévention. Prévention auprès des jeunes. Donc ça, sur mes réseaux, j'en fais beaucoup, tu vois. Moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages pour me dire, voilà, j'ai eu quelqu'un qui était un agent et qui m'a contacté, qui m'a dit qu'il y avait une possibilité en Europe ou autre pour signer un contrat, et j'ai envoyé de l'argent. Ça, c'est le message que je veux dire à toutes les personnalités. C'est souvent, si ça se passe souvent en Afrique, c'est que un agent ne demande aucune somme d'argent à un joueur. S'il y a une personne qui vous demande de l'argent, c'est un arnaqueur. C'est un arnaqueur, je le répète. Donc, il faut vraiment que vous fassiez attention à ce genre de personnes. Ne donnez pas la confiance à n'importe qui, parce que souvent, les réseaux, c'est super facile. On contacte une personne, la personne te répond, tu penses qu'il y a une bonne relation, mais la personne, tu l'as jamais vue. Donc, c'est important que ne donnez pas la confiance à n'importe qui. Et puis voilà, moi je pense que il faut qu'il y ait beaucoup plus d'agents qui fassent le travail que je fais actuellement, c'est de faire de la prévention, donner les bonnes astuces pour que justement les joueurs soient à l'aise, parce que malheureusement les joueurs ils ne connaissent pas tout, ils sont toujours focus sur le football et tout ce qu'il y a autour malheureusement ils connaissent pas. Et voilà, je pense que c'est pour ça que c'est important de donner la parole à des joueurs qui ont eu des histoires ou autres, justement des parcours et autres, pour les aider, pour leur dire, écoutez, voilà, faites attention à ça ou à ça. Voilà, tout simplement. Bon, je te remercie, Ibra. Merci à toi. J'espère que tu as apprécié l'interview. Ouais, merci. Franchement, je suis honoré. Merci à toi, franchement, pour l'invitation. Non, c'est avec plaisir, parce que je pense que des jeunes comme toi, il faut les mettre aussi en avant. Ouais, gentil, merci. Ça fait plaisir de voir des jeunes qui se battent pour ce qu'ils aiment et qui essayent de... Moi, j'étais choisi parce que j'ai vu que tu te battais beaucoup sur certains sujets. J'ai dit, ah, lui, il a l'air intéressant. Il a l'air de vouloir aider plutôt que de vouloir seulement profiter. Ouais. Je veux le mettre en avant. C'est gentil, merci. La visibilité pour qu'il puisse exprimer un peu son parcours. Et j'espère qu'on a pu le faire. Et si tu as des choses à dire, profites-en et libère ton esprit. Ah bah merci à toi de ton invitation. On était sur un beau plateau. Écoutez, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez m'ajouter sur Instagram ou TikTok, Ibra-agent FIFA. Et puis voilà, je réponds à toutes les questions. Je fais pas mal de live aussi sur TikTok pour répondre aux questions des jeunes joueurs. J'invite aussi des personnalités justement pour expliquer leur parcours. Et puis voilà, on avance tranquillement, gentiment, et puis on espère aider un maximum de personnes. Merci beaucoup. Merci à toi, Bob. Allez, à bientôt. Ciao.